Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la chaîne de Solutions Autonomie pour parler support solaire. Je suis à Québec, dans les bureaux d'Obson et j'ai avec moi Sébastien Rivard, vice-président d'Obson. Salut Sébastien. Salut Florian. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci de m'avoir invité dans vos locaux. Oui, ça fait plaisir. On aime accueillir les gens, pouvoir parler du domaine solaire. Donc, il y a beaucoup à dire, évidemment. Oui, il va y avoir énormément de choses aujourd'hui. Exact. Mais avant qu'on commence à discuter de ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement puis nous expliquer ce que fait Obson? Oui, vice-président de Obson. Je suis surtout dans la partie commercialisation, vente, marketing. Donc, Obson se spécialise dans le design, la manufacture et l'ingénierie de structures de support solaire. Comme on voit celle-ci. ici, par exemple. Ça, c'est un exemple des produits que l'on fait pour tout type d'application. Donc, oui, on offre du matériel, on vend un excellent matériel, mais ce qui nous distingue, je crois, c'est le focus design et ingénierie. Donc, on traite chaque projet comme une pièce unique visant à s'intégrer dans le bâtiment, dans l'environnement dans lequel il va. Donc, c'est ça, on fait plus que vendre du matériel. On accompagne les clients dans le design de la structure et de la solution. Parfait. Je disais en introduction, il y a beaucoup de choses à dire sur les supports solaires. On va revenir peut-être un petit peu à la base. Est-ce qu'on pourrait passer un petit peu ensemble sur les types de supports solaires? Parce que quand on dit support solaire, ça peut prendre en compte beaucoup de choses. Est-ce que tu peux essayer de nous énumérer rapidement un petit peu ce dont on parle? Il y a beaucoup de types d'applications, ça peut prendre un certain temps. Donc, on voit toutes sortes de choses dans le domaine du solaire. Donc, les gens tentent de générer l'énergie de différentes façons, donc d'optimiser leur consommation d'énergie en ajoutant le plus de panneaux. Donc, on voit toutes sortes de types d'applications. Je vais séparer en 4 cases générales. Donc, il y a le résidentiel et le commercial industriel qu'on peut mettre peut-être ici au Québec dans la même case. Donc, des structures sur bâtiment et structures au sol. Donc, ça nous crée 4 cases. Par exemple, des structures sur toit incliné pour le résidentiel, sur toiture plane pour le résidentiel, mais aussi le commercial industriel. Il y a des structures au sol, le fameux ground mount qu'on appelle en anglais. En bon français. Oui, c'est ça. Donc, un poteau sur lequel on installe des panneaux solaires. On a des abris d'auto sur lesquels on peut mettre des panneaux solaires pour couvrir les voitures, générer de l'électricité. On voit même des solutions portatives dans des conteneurs dans lesquels on remplit de panneaux solaires qu'on peut déployer. Donc, on voit vraiment l'installation de panneaux solaires de différentes façons. Et plus on travaille dans l'industrie, plus on trouve des façons innovatives de réussir à installer cette technologie qui est en effervescence mondialement. Je vais revenir juste un petit peu en arrière parce que tu as présenté Obson. J'aimerais que tu dises un petit peu à nos abonnés la grosseur d'Obson, parce que là, on est à Québec, mais vous rayonnez surtout aux États-Unis sur ce genre de module. C'est quoi justement ce genre de structure solaire? Oui. Ben, Obson est là depuis longtemps, donc ça fait 15 ans qu'on est dans le marché. Initialement, les gens ne savent peut-être pas, mais on a manufacturé dans les premiers panneaux solaires. Lorsqu'on les a mis en marché, par contre, l'industrie chinoise est arrivée en même temps que nous sur le marché, donc notre prix n'était pas compétitif. Mais à l'époque, lorsqu'on a fait nos panneaux solaires, ce qu'on avait constaté, c'est que les structures pour soutenir les panneaux solaires, surtout au Canada et au Québec, n'étaient pas adaptées aux conditions climatiques. On sait ici, bon, l'hiver s'en vient, frappe à nos portes, on connaît les contraintes de neige et de vent qui sont très, très élevées. Donc, à cette époque-là, les gens n'installaient pas les panneaux avec des structures assez fortes pour résister à ces conditions-là. Donc, François, ici, le président, s'est lancé dans le design de structures robustes, optimisées pour l'hiver québécois, pour les charges de vent et de neige qui sont très, très élevées ici au Québec et au Canada. Donc, c'est comme ça qu'on a transitionné vers une compagnie de... Je ne savais pas que vous aviez commencé par les panneaux solaires. On s'est lancé dans le panneau, ça n'a pas duré longtemps, puis on s'est focalisé par la suite, voyant cette faille dans le marché, sur le design, la manufacture de support. C'est produit à Cornwall, c'est ça? Et aux États-Unis pour le marché américain. Exactement. Donc, toute l'équipe d'ingénierie, l'équipe technique est ici à Québec. On a une unité de production à Cornwall, en Ontario, pour desservir le marché canadien. Et puis, on a ouvert en avril dernier une usine en Caroline du Nord, à High Point, où on dessert le marché américain qui représente présentement 90% de nos parts de marché. Donc, il y a vraiment beaucoup d'engouement pour le solaire aux États-Unis. Donc, on est un des acteurs là, très puissants de cette région du monde. Tu parlais donc support de panneaux solaires pour les toitures, résidentielles typiquement, les ground mounts qui sont plutôt peut-être faits pour le hors réseau, souvent en tout cas au Québec. Exactement. Structure pour toit plat, les carports solaires. Oui. Et le cinquième qu'on s'est noté ici, c'est les suiveurs, donc les trackers, les suiveurs solaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous, ou pas? Non, le tracker, c'est quelque chose qu'on laisse de côté. C'est une technologie un peu différente avec des pièces en mouvement. C'est souvent orienté vers des très, très, très grands champs solaires. C'est pas une niche qu'on adresse. On se focalise sur le résidentiel ici au Québec, le commercial et l'industriel. C'est vraiment notre niche. On laisse de côté tout ce qui est utility, donc les grands champs solaires. Donc, c'est pas un marché qu'on adresse présentement. OK, parfait. Si on va typiquement dans le sujet,
On parlait un peu en off sur la nécessité de bien choisir son système, de bien le dimensionner parce que, on jette pas les panneaux solaires comme ça sur la toiture, on s'entend. On devrait pas. Ça va être quoi les premières choses pour bien choisir un support solaire selon toi? Pour bien choisir, faut connaître, notre objectif, l'objectif du projet. Qu'est-ce qu'on veut générer avec ce projet-là? Donc, il y a différents types d'applications. Donc, c'est vraiment nous, ce que l'on fait de notre côté, c'est qu'on s'informe avec le client quel est son Mmh. objectif de production, de rentabilité et tout, quelles contraintes avec lesquelles il doit travailler, côté subvention aussi. Donc, on essaie d'aligner le design solaire et la production du système avec les objectifs du client. Donc, on parle de connaître les contraintes du bâtiment ou de l'environnement dans lequel le support solaire va être installé. OK. Et Donc on puis parle du vent, des charges de neige, de ce genre de exactement, choses, exactement, la capacité de la structure, donc quelle capacité de charge la structure peut reprendre. OK. Donc, on essaie de comprendre tous ces paramètres-là pour être capable de faire un design, choisir la bonne structure qui va être capable de s'intégrer dans l'environnement, soit OK. la bâtisse ou soit le sol, puis répondre à la performance énergétique. Donc, Donc par contre, il y a un côté, important, c'est que tu installes ça sur un bâtiment, peu importe le type de bâtiment, mais va falloir que vous regardiez aussi est-ce que ce bâtiment est apte à recevoir peut-être un poids supplémentaire, puis au niveau de la puissance d'arrachement au vent aussi, tout à fait, tout à fait. Il y a énormément de contraintes lorsqu'on design un système solaire. Donc, les gens ne sont pas toujours conscients des forces de vent et puis des Mmh. forces de neige qui vont affecter le système solaire. Donc, les panneaux solaires sont assez résistants, mais plus le temps passe, plus les manufacturiers de panneaux allègent la quantité de matériel Ouais. sur un panneau solaire. Donc, le panneau lui-même devient un petit peu plus fragile. Donc, la structure solaire joue un rôle vraiment important pour s'assurer de maximiser l'énergie des cellules photovoltaïques. Donc, il y a différentes stratégies pour y arriver. Mieux exposer le panneau à la Mmh. lumière, de donner un angle plus direct. Mais aussi, il faut s'assurer d'intégrer cette structure-là sur le bâtiment. Ouais. Donc, bien répartir les charges. Parfois, le pont ne peut pas reprendre toutes les charges. Donc, il faut Mmh. distribuer la charge sur les poutrelles de la toiture. Donc, c'est tout le travail que notre équipe va faire, notre travail d'analyse pour comprendre l'environnement et bien distribuer les charges. Donc, on veut que l'intégration soit sans faille. Donc, les gens vont prendre notre système solaire, puis le mettre sur leur bâtiment, puis à la fin, qui roule ce système-là sans problématique. Il faut savoir que l'énergie solaire est vraiment super. Il y en a beaucoup qui se déploient en Amérique, partout dans le monde. C'est une des sources d'énergie les plus adoptées Mmh. présentement. Par contre, c'est pas sans faille. Donc, nous, on veut éviter, puis tout manufacturier de structure solaire devrait tenter d'éviter des problématiques pour leurs clients, donc des problématiques sur le bâtiment. Donc, on ne veut pas endommager le bâtiment. Alors justement, ce que j'allais dire, c'est quoi les problématiques que vous avez pu voir? Parce qu'avant d'enregistrer l'épisode, on discutait tous les 2 d'histoires d'horreur, de La choses faites réalité, à l'envers, en fait, finalement. Donc des gens qui vont se préoccuper finalement de la structure presque en dernière étape, alors que ça aurait dû être la première. Est-ce que tu peux nous en dire un mot justement de ces problématiques qu'on peut rencontrer si on ne dimensionne pas bien? oui, ben, si on ne prend pas compte de toutes les normes, tous les codes en place, toutes les contraintes qui vont régir le système solaire, on peut mettre trop de poids à certains endroits sur la toiture, ce qui peut provoquer des perforations de la toiture, donc des OK. dommages à la structure. On entend des histoires de panneaux qui s'envolent, donc les gens ont négligé la quantité de lestage sur Mmh. le système, Oui, ont parce pas mis qu'on peut lester ou d'ancrage. on peut percer, Exactement, il y ouais. a différentes stratégies. Soit qu'on l'ancre dans le milieu, donc Mmh. avec un poteau pour un système au sol ou un abri d'auto. Sur une toiture, c'est avec un ancrage. Donc, vraiment, on met des vis dans la toiture pour soutenir. On peut aussi mettre du poids pour tenir le système en place, autant sur les systèmes au sol qu'on voit à l'occasion, des gros blocs de béton, ou sur une toiture, on ajoute des blocs un peu de maçonnerie sur le système pour ajouter un poids. Donc, on veut contrer les forces de vent qui tentent de soulever le panneau Mmh. solaire et de l'emporter avec lui. Le panneau solaire Oui, qui pas que le fait panneau, c'est peut-être deux toute la mètres et structure demi. avec, l'effet parachute un peu, Oui, tout à ouais. fait. C'est une voile de 2 mètres Ouais. par 1 mètre, donc ça peut prendre dans le vent. C'est un peu comme transporter une feuille de gyps ou Mmh. un contreplaqué dans nos mains quand il vente. Là, le vent prend dedans, donc c'est la même chose sur le toit. Donc le vent tente de partir avec nos panneaux. Donc nous, notre travail, c'est de maintenir ça en place, OK. qu'il n'y ait pas de mouvement et puis que le système puisse opérer sans faire là, pendant 25 ans et plus. Là. Est-ce que là, on parle surtout là du côté commercial, CNI, sur le côté résidentiel, est-ce qu'on a les mêmes problématiques ou c'est des problématiques un petit peu différentes? Est-ce que déjà, par exemple, on sait que sur le commercial, il faut que vous mettiez votre étampe d'ingénieur pour les calculs et cetera. Sur le résidentiel, est-ce que c'est censé être plus simple? En apparence, ça peut paraître plus simple, mais parfois les gens sont un petit peu justement négligents parce que Mmh. ça paraît plus simple, mais ce l'est pas vraiment. Faut suivre les mêmes règles. Donc nous, toutes nos structures sont soumises à des tests, OK. donc de rigidité, des tests aussi de réponse lorsqu'il y a des charges
en tir de vent ou en poids. Donc pousser ou tirer, ouais. En tirer. Donc, on simule et on teste tous ces effets-là pour comprendre la rigidité de notre racking et comment il va interagir sous ces conditions-là et quel est le point limite de la structure en dessous de laquelle on ne peut pas aller. Donc, on reste toujours dans des zones sécuritaires. Donc, ça, c'est dicté par le code du bâtiment, par exemple, nous donne certaines règles à suivre. Donc, au Québec, même pour le résidentiel, il y a un code à suivre pour les supports solaires, normalement. Tout à fait. On devrait suivre le code du bâtiment. C'est la version 2015 qui est en vigueur présentement. On s'en va vers le 2020. On est quand même dans une période de transition. Donc, il y a beaucoup de règles dictées par ces codes-là. Donc, c'est pas laissé au hasard. Il ne faut pas les négliger. De notre côté, nous, notre travail, c'est de comprendre notre structure, comment elle interagit, sa force, voir comment elle va répondre à ces normes-là et aux contraintes de vent et de neige. Donc, on met tout ça ensemble. Nos systèmes aussi sont mis sous étude de soufflerie. Donc, on a des partenaires, ou souvent ce sont des entités académiques, qui vont reproduire toutes les configurations de nos structures solaires avec des panneaux solaires. D'accord. Ils mettent ça en chambre de soufflerie et puis ils regardent comment le vent interagit avec notre structure. Est-ce que ça se soulève? Est-ce que ça se casse? Est-ce que ça se décroche? Exactement. Tout est analysé, ils nous donnent des rapports. D'accord. Et puis nous, on utilise ces données-là aussi pour comprenant notre racking et l'environnement, on met ça ensemble et on s'assure que la structure va résister à l'environnement. Donc, c'est pas du hasard, c'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup de sérieux. Donc, toute l'ingénierie, on a notre département ici à Québec, c'est principalement de l'ingénierie. Donc, s'assurer que le racking est bien fait, les supports sont solides et vont répondre aux besoins. Et lorsqu'on fait le design, ici, on fait tous les calculs pour comprendre quel empattement, donc quelle distance on peut accepter entre deux supports qui vont toucher au sol, par exemple, pour éviter que ça parte au vent ou que ça l'endommage le bâtiment. Donc, tout est étudié, rien laissé au hasard et les gens devraient suivre ces règles-là et designer de cette façon-là pour s'assurer que le client, en bout de ligne, a une installation qui est sécuritaire puis qui va durer pendant 25 ans. Donc, son investissement va être bien investi et que ça ne créera pas de problème. Donc, un bon système solaire, c'est un système solaire qui te donne l'énergie, mais d'un système solaire dont tu n'entends pas parler pendant longtemps. Donc, parce que tu me disais quelque chose qui était intéressant tout à l'heure. Tu prenais un peu l'image d'une Ferrari. En fait, c'est comme avoir une Ferrari, genre comme pas de roues, des roues en carton. T'as beau avoir le meilleur système solaire, tous les panneaux qu'il faut, mais si ta structure, finalement, elle est pas bien dimensionnée ou trop rapprochée entre panneau à panneau, le row-to-row shading, etc., ça peut être vite compliqué. Oui, il y a des stratégies de design très importantes pour donner toute la performance, là, exactement. L'analogie avec la voiture de course, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, tu peux avoir la meilleure voiture, tu lui mets les mauvais pneus, tu ne gagneras aucune course. Donc, nous, on s'assure de faire le bon maillage entre une excellente technologie de panneaux. Présentement, les panneaux sont plus puissants que jamais, donc ils offrent un très grand rendement. Donc, on veut s'assurer que le client, quand il investit dans le système solaire, il va avoir toutes les retombées économiques dont il mérite là, avec cet investissement. D'ailleurs, est-ce que c'est un défi pour vous, en tant que manufacturier de supports solaires, l'évolution des panneaux, que ce soit sur l'épaisseur des cadres, que ce soit sur leur largeur, leur longueur, leur poids? Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Est-ce qu'il faut se réadapter à chaque fois? Une excellente question. Donc, c'est notre réalité. Donc, moi, je suis ici depuis 6 ans avec Hobson. J'ai vu les panneaux solaires évoluer. Parce qu'à l'époque, on était sur presque du 50. C'était quoi? C'était des tanks. Et là, on est à 15 presque. C'était 50 mm. On est rendu à 35, parfois 30 mm d'épaisseur de cadre. Donc, le panneau solaire devient ça m'a toujours fait peur de réduire. Les vitres sont plus petites. Donc, vraiment, la structure du panneau est plus faible et ils agrandissent le panneau. Donc, on est rendu à 2,5, 2,6 mètres de long par 1,3 mètres de large. Et donc, c'est quoi les conséquences pour vous alors? Nous, ça nous amène plus de contraintes parce qu'on a ces immenses surfaces-là qu'on tente de maintenir en place. Puis on veut soutenir de la bonne façon pour éviter qu'elles se déforment aussi. Donc, on veut les maintenir en place. Mais le panneau solaire, c'est fait de cellules photovoltaïques. Et lorsque le panneau est soumis aux forces de vent et de neige, donc ça crée des mouvements. Donc, il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui peuvent créer des microfractures dans la cellule. Souvent, en arrière de la fiche technique d'un panneau solaire, on va voir les courbes de dégradation au fil du temps. Donc, pourquoi le panneau solaire fonctionne moins bien? Il y a différents facteurs. Les facteurs thermiques, donc lorsque les cellules chauffent, ça affecte un petit peu ça dégrade le rendement. Ça dégrade le rendement. Mais aussi, ces microfractures. Donc là, lorsque la cellule est poussée et tirée vers le haut, vers le bas, ça crée des microfractures. Qu'on ne verra même pas à l'œil nu, en fait. C'est d'où le problème. On peut voir avec le thermal, des fois, thermique. Mais ceci affecte la quantité d'énergie qu'on va produire. Donc, si on maintient mieux le panneau solaire, donc par exemple, ici, avec un système comme celui-là, on maintient le panneau. Donc, on recrée un cadre sur le panneau solaire. Oui, parce qu'il vient reposer, je ne sais pas si on le voit ici, mais il vient reposer sur le rail. Toute sa longueur. Donc, le panneau s'assoit bien sur la structure. Donc, la structure prend la les charge charges. est répartie. Exact. C'est la structure qui prend les charges et non le panneau
panneau. Donc, le panneau, on veut qu'il soit là, qu'il absorbe l'énergie, mais son travail devrait s'arrêter là. OK. Donc, nous, notre travail, c'est de reprendre toutes ces charges-là, puis de s'assurer que le panneau aussi va opérer dans les meilleures conditions. Donc, ça augmente sa capacité de produire de l'énergie au fil du temps, donc moins de dégradation, donc meilleur retour sur investissement. Donc, vraiment, nous, nos systèmes, on veut qu'ils soient là pendant 25 ans, puis on veut que le panneau reste là vraiment en place, mais aussi performant pendant toute la durée de vie. Là, Et c'est quoi que vous voyez arriver sur, justement, on voit les panneaux qui grandissent, est-ce que ça va être infini? Est-ce qu'on aura des panneaux de 3 mètres par 2 ou... Ouais, ça devient challenge. Oui, à un moment, il y a une limite à ça. Exactement. Donc, tous ces défis-là retombent sur les gens de structure. Ouais. Donc, nous, on doit reprendre ces contraintes-là puis s'adapter. Certains manufacturiers, selon la stratégie qu'on a prise lorsqu'on fait le design de nos structures, c'est plus ou moins facile de reprendre ces contraintes-là. Mais c'est ça. Sur le bâtiment, ça devient un petit peu compliqué de travailler avec des panneaux là, qui vont être plus grands que 2,6 mètres puis 1,3. Mais je crois que les manufacturiers ont arrêté. Ils vont se calmer un petit peu. Ouais. Ce qu'il faut penser, oui, le panneau, c'est bien qu'il soit plus grand, mais en fait, c'est l'énergie par surface qui est importante de considérer. Donc, parfois, ils grandissent le panneau, mais il n'y a pas plus d'énergie par surface. L'énergie au mètre carré n'évolue pas. Donc, c'est juste des contraintes de design. C'est peut-être plus fait, les gros panneaux sont plutôt faits pour les supports au sol, pour les utilities, par exemple, parce que c'est plus facile à manutentionner au sol. Si on demande à un installateur, nos installateurs amis québécois le confirmeront, je pense monter à 2-3 étages, avoir un gros panneau sur le toit, c'est encore autre chose. Avec beaucoup de vent et de la neige en plus, c'est comme... Ça a des contraintes très difficiles à gérer, mais ça, c'est notre travail de reprendre ces contraintes-là, puis d'avoir créé un peu de magie, puis de permettre d'installer ces grands panneaux-là sur les toitures. OK. Je traîne pas mal sur les réseaux sociaux, notamment sur les groupes du solaire au Québec, au Canada, en France, partout. On voit qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans le off-grid, le DIY, etc., depuis les dernières années, beaucoup de supports solaires faits maison. À date, j'en ai pas beaucoup vu sur les toitures de maison, donc vraiment flush mount. Par contre, au sol, il y a beaucoup de structures qui sont faites homemade en bois. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Sans langue de bois. On en voit, on en entend parler. Certaines personnes pourraient être aptes à faire ce travail-là, mais comme j'ai mentionné précédemment, c'est pas du hasard. Lorsqu'on vend un système solaire, ça a été étudié, ingénierisé, on a regardé plein de contraintes. Le but, c'est de s'assurer que le système va être fiable, rentabilisé, crée pas de danger non plus, parce que dans les catastrophes qu'on n'a pas mentionnées tout à l'heure, oui, des panneaux qui s'envolent, mais un panneau qui s'envole peut être un danger pour quelqu'un qui marche dans la rue, qui sort chez soi. Il y a toujours des causes d'incendie lorsque le travail n'est pas bien fait, c'est de l'électricité. Donc, habituellement, on préfère travailler avec des professionnels qui vont s'assurer que toutes les installations sont bien faites. Ça ne va pas créer des problèmes ou de problèmes majeurs, même dans certains cas, là, aux clients. Donc, c'est pas quelque chose que l'on recommande, mais on sait que ça se fait. Mais idéalement, on travaille avec des experts dans le domaine, puis on s'assure que tout est bien fait, puis on maximise notre investissement aussi. Ouais, c'est matériel. Souvent, les professionnels ont recours à des entreprises comme Hobson. Là où moi je parlais, c'était plutôt monsieur, madame, tout le monde qui sont un petit peu, qui savent faire, on va dire, qui sont habiles de leurs mains. Ça serait quoi? On vous dit évidemment d'éviter de le faire, mais est-ce qu'il y aurait des recommandations, genre un top 3, dire OK, si vous le faites, il faut regarder ça, c'est la base pour construire un bon support solaire. Ce serait quoi selon toi? Faut que s'assurer que le dimensionnement des morceaux choisis est assez grand pour soutenir les contraintes. Donc les sections, les beams en fait en bois. Les sections de bois ou peu importe le matériel qu'on pourrait utiliser soit de bonne taille. Donc, on veut vraiment s'assurer que ça soit bien maintenu. La façon de fixer aussi le panneau sur la structure est importante. Donc, comme on disait, il faudrait que la majeure partie du temps essayer de faire en sorte que le cadre du panneau repose toujours en continuité sur quelque chose d'autre. Idéalement, on sait, même parfois, nous, on a des systèmes que c'est pas nécessairement ça qu'on utilise comme stratégie, mais c'est sûr que si tu peux le faire, ça aide. Tu peux le faire, oui, tout à fait. Okay. On n'en a pas parlé, mais aussi cette façon de faire là optimise la performance énergétique du panneau, donc en n'ayant pas d'obstruction à l'arrière. Donc, il faut vraiment s'assurer que tout est bien maintenu, puis maintenu dans son environnement. Donc, pas seulement bien attacher le panneau à la structure, mais bien attacher la structure à l'environnement, soit au sol ou sur la toiture de bâtiment ou le mur de la maison. Donc, il y a différentes façons de le faire, mais vraiment s'assurer que tout est bien positionné en place puis que ça ne va pas bouger, pas créer de problématiques. Toute la portion gestion du câblage aussi est importante. C'est quelque chose que l'on fait, nous, un petit peu par la bande, donc on est pris pour on va voir le ici. gérer. Donc, nous, on a des façons d'aider les installateurs à bien installer. Faire les chemins de câbles derrière les rails pour les cacher, les protéger. Le fil, par exemple, nous, avec notre Oui, parce que ça peut être très vite sharp, en fait, sur les... Oui, on veut pas que le fil se coupe, ça crée des courts-circuits. Donc, les gens devraient prendre ça en compte aussi. Donc, c'est pas juste de bien mettre le panneau, mais c'est de bien l'intégrer, de bien connecter. Et pas mettre des câbles loose comme ça, qui juste, je jette les câbles au sol et je vais brancher ça sur mon régulateur ou sur mon onduleur. Il faut bien faire les choses. Donc, c'est pour ça, il y a déjà un grand
réseau d'experts installateurs ici au Québec. On en connaît beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider puis faire un excellent travail. Absolument. Puis le réseau grandit. Là, c'est l'effervescence au Québec présentement. Tu le Ouais. sais mieux que moi. Tu te promènes beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'experts qu'on peut contacter pour nous aider à faire notre installation de belle façon puis éviter des problèmes. Là. On veut que ce soit une belle aventure, installer du solaire. On veut pas que ça crée des problématiques, une mauvaise image non Absolument. plus pour entacher, c'est ça, le solaire au Québec. Si on parle, on va revenir un peu plus sur le résidentiel, mais je pense que la question vaudra pour les deux. Mais on parle, mettons, on installe notre système racking, tout se passe bien, etc. C'est quoi la durée de vie d'un système comme ça? Parce que on sait que c'est un composant d'un projet solaire global dans lequel on peut mettre les batteries, l'onduleur, les petites bébelles et puis les panneaux surtout. Chaque composant a sa durée de vie. Ouais. C'est quoi la durée de vie d'un support solaire? Ben, ça peut varier selon le type de support qu'on va sélectionner. Donc, les matériaux qui sont utilisés dans le support vont influencer la durée de vie de la structure. De notre côté, bon, étant donné qu'on privilégie vraiment la robustesse, la longévité, maximiser l'investissement, on a utilisé de l'aluminium, des extrusions d'aluminium et de la quincaillerie, de la visserie en acier inoxydable. Ouais, ok. Donc normalement pas de rouille. Pas de rouille, donc au Québec, c'est quand même important. Là, Ouais. on le voit avec nos voitures, donc c'est une problématique. Ça affecte beaucoup la longévité des équipements. Donc, nous, notre système, on le garantit 25 ans, mais concrètement, il pourrait être en place pendant 30, 35, 45, 40 ans. C'est intéressant. Vous avez des garanties. Donc, ce qui voudrait dire que si, mettons, j'installe mon racking solaire Hobson et qu'il brise, je me retourne vers vous. Alors, j'imagine que vous allez vérifier comment ça a été installé, dans quelles conditions. Et si tout a été réuni, vous dites OK, on te garantit le système. Ah oui, sans problème. OK. Oui, tout à fait. Tout est garanti. C'est vraiment le design est Donc, vous suivez les robuste. panneaux, en fait, finalement. Oui, on suit les garanties du ouais, panneau, c'est ça. évidemment. OK. Sachant qu'on a déjà commencé à faire du remplacement de panneaux solaires de vieille génération, D'accord. utilisant la même structure. Donc, l'Ontario est un marché un petit peu mature d'installer le solaire depuis longtemps. Puis, les panneaux, à l'époque, étaient peut-être 200 watts. Les gens ont commencé à vouloir les rendre plus rentables. Bien sûr. Décommissionnent les panneaux de 200 watts, réinstallent des panneaux 500-600 Pour plus watts de comme puissance. pour plus de puissance, parce qu'ils ont un excellent tarif. Donc, les revenus sont grands, plus ils produisent. Et puis, on est capable d'ajuster la structure. Donc, on est capable de réutiliser la structure en place, ouais, OK. changer l'empattement et tout pour réinsérer les nouveaux panneaux avec leur nouvelle dimension, taille et tout. Donc, on peut relancer la intéressant, durée de ça. vie du panneau, de la structure OK. du système solaire. par la OK. suite. Donc, c'est du reconditionnement de ton propre racking pour Exactement. s'adapter aux nouveaux panneaux qui vont arriver. Oui, exactement. Donc, c'est c'est une intéressant. possibilité de la façon que notre structure est faite. Et avec OK. sa longévité, là, ça vaut la peine de relancer un système solaire OK. après 20 ou 25 ans. Donc, Structure un projet rentable. résidentiel ou commercial, encore une fois, au Québec, avec un racking qui est normalement traité comme ça, avec la neige, les intempéries, au bout de 25 ans, on est encore normalement encore Ouais, bon. alors, Là. très bon. Très Ouais. bon. Oui, tout à OK, fait. intéressant. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour faire attention à son racking solaire ou c'est comme, c'est installé, je m'en occupe plus et puis je passe à autre chose Ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'on recommande, c'est l'inspection peut-être annuelle, ou tout dépendant du type d'installation et puis l'endroit où c'est installé. Donc, selon les conditions de l'environnement, en forêt avec des feuilles et tout. Donc, les gens devraient faire une inspection régulière de leur système pour justement enlever des feuilles peut-être, Ouais. nettoyer les panneaux s'ils sont obstrués par une branche qui serait tombée. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est libérer le panneau qui produit son énergie. Par le fait même, on regarde, est-ce que le câblage est encore bon? Y a-t-il des choses qui sont détachées? Mais pour la structure, on peut venir voir parce que notre système est tellement robuste et solide qu'on ne voit pas vraiment de problématique. Mais Oui, il y a tout c'est mécanique, ça bouge pas, c'est inerte là. Enfin, c'est justement, c'est Exactement. pas mécanique, c'est inerte. Donc. Aucune pièce qui bouge, donc tout est bien fixé en place, mais ça vaut la peine d'aller voir l'environnement, s'il y a quelque chose qui s'est passé avec un système au sol, peut-être le sol a bougé. Donc, on recommande de faire des inspections quand même pour identifier une problématique quelconque puis la prévenir plutôt que de... Je vais revenir justement sur une des problématiques que moi, dans ma carrière, j'ai vu énormément, c'est surtout les câbles. On sous-estime beaucoup les câbles, notamment DC, parce qu'après, on met à l'intérieur le AC, c'est dans des goulottes ou des choses comme ça, c'est facile. En toiture, avec les intempéries, le vent aussi, les frictions, souvent, si on ne protège pas ces câbles, on va avoir en fait l'isolant qui va s'enlever. On peut avoir des problèmes de court-circuit, de courant de fuite à la terre, des choses comme ça. C'est quoi que tu préconises là, toi, pour ce genre de choses? Nous, on essaie, comme j'ai dit dans notre stratégie de design des rails, d'avoir des cavités dans lesquelles on peut passer Donc vraiment à l'intérieur les de protéger à l'intérieur de la structure elle-même. On a aussi des petits conduits qui sont bien connus, là, dans lesquels on peut même réinsérer les fils à l'intérieur donc, pour ajouter une couche de protection supplémentaire. On a d'autres systèmes de gestion des câbles avec des couverts protecteurs aussi. Donc, selon le type d'installation puis les contraintes, des fois, c'est surtout des contraintes locales, des requis locaux par État ou par province là, pour la protection du système
système de fil. Donc, on a différentes options. Mais oui, c'est important de prévenir les dommages au système électrique, évidemment. Même ce qu'on voit beaucoup, c'est les connecteurs. Donc, il faut vraiment porter une attention particulière à la façon de créer nos connecteurs, s'assurer que tout est bien branché. Ce sont les causes les plus fréquentes de problèmes sur les systèmes solaires. Ils peuvent même causer des incendies. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Puis oui, il faut bien les maintenir en place pour éviter du mouvement dans les câbles et tout. Donc, on offre aussi différents systèmes de clips qui nous permettent de sécuriser dans l'intérieur des cavités les câbles. Donc, comme ça, les câbles ne bougent plus. Et Exactement. Puis, donc, on a différentes stratégies là, pour essayer d'aider les installateurs à faire un travail qui va durer dans le temps. Donc, à la place de prendre un tie wrap, comme ici, on a des clips en aluminium qu'on peut insérer qui vont durer pendant 25 ans aussi, donc pour aider de ce côté-là. Parfait. Je te propose de prendre 2 chemins différents. On va essayer, si on a le temps, de parler des deux. Plutôt le résidentiel avec les annonces d'Hydro-Québec, un peu comment vous voyez cette évolution-là. Et le bifacial, ça fait longtemps que je veux parler de bifacial dans cet épisode. Un jour, on en fera peut-être un épisode spécial. Si on commence par le bifacial, qui est plutôt fait pour le commercial, on va pas se mentir. Alors, le off-grid, oui, parce que c'est sur des supports. Est-ce que, en revenant à la base, tu peux nous expliquer ce qu'est un panneau bifacial et peut-être qu'on discute ensemble de sa place dans le solaire au Québec? Le panneau bifacial, c'est un de nos bons amis. En fait, notre stratégie de design avec toutes les composants, de la façon qu'on les place, permet vraiment d'optimiser la production d'énergie, non seulement sur la face avant, mais la face arrière. Donc ça, c'est le principe du bifacial. C'est le principe. Donc, le panneau bifacial va permettre de générer de l'énergie du côté avant et arrière. Donc, la cellule est efficace des deux côtés. Évidemment, pour pouvoir faire de l'électricité du côté arrière, il faut que la lumière puisse s'y rendre. Il faut de la place. Donc, ça prend de la place, ça prend du dégagement. Il faut que la lumière puisse atteindre cette cellule-là. C'est pour ça que je disais sur le résidentiel, en fait, si vous mettez vos panneaux en toiture, vous allez avoir quelques millimètres d'écart. Ça ne vaut pas forcément le coup d'installer du bifacial. Voilà, c'était... Oui, c'est ça. Sur une toiture inclinée, c'est plus challengeant. Donc, c'est ce que je dis quand on prend un projet solaire, on essaie d'optimiser le design. Donc, on essaie de conseiller le client par rapport à ses achats de panneaux et tout, qu'est-ce qui est le plus efficace par rapport au potentiel qu'il peut générer sur son installation. Sur les structures commerciales, bien évidemment, c'est ça. Pour pouvoir permettre à la lumière d'accéder à la face arrière du panneau solaire, ben, il faut dégager le panneau puis améliorer son angle d'inclinaison. Donc, c'est un petit peu la stratégie initiale d'Obson il y a 15 ans lorsqu'on a lancé les structures. C'est comment rendre la performance du panneau, l'optimiser. Pas que sécuritaire finalement, mais aussi optimisation. Ah, alors dis-le, c'est intéressant. Optimisation du soleil. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est comment on peut performer mieux en utilisant des structures bien conçues. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on allonge les pattes qui vont soutenir les panneaux. Idéalement, on ouvre l'angle d'inclinaison. Donc, sachant qu'au Québec, avec la latitude, idéalement, on aura un angle de 30 à 40 degrés pour permettre d'optimiser l'énergie, même sur la face avant. On le fait pas parce que ça a des contraintes par la suite de fameux road shading. Oui, la distance entre les rangées. Donc, on rangées. reste entre 10 et 20 degrés principalement. Mais en faisant ça, en ayant un meilleur angle, bon, ça crée de l'espace entre les rangées, puis ça permet au soleil de rebondir sur l'environnement et venir générer, exciter les cellules photovoltaïques puis créer de l'énergie sur la face arrière. Donc, on veut de l'espace entre les rangées pour que le soleil puisse rebondir et venir frapper. On veut éviter tout obstacle en arrière du panneau. Donc, c'est pour ça que nous, on met les rails vraiment parallèles à la structure du panneau solaire. Il n'y aura aucun rail qui passera en transversal sur des cellules arrière, ce qui pourrait créer de l'ombre, en fait. Lorsqu'on regarde le panneau sur la face arrière, on voit toutes les cellules. Donc, tout est complètement dégagé. Ça, c'est une installation optimisée pour le bifacial. C'est ce qu'on privilégie. Oui, vous, c'est un peu votre marque de fabrique. C'est notre marque de commerce, oui, tout à fait. C'est vraiment notre focus. On ne fait pas que ça, mais on essaie toujours d'inciter les gens à le considérer puis à rentabiliser au maximum. Donc, c'est la façon la plus éco-responsable de designer du solaire. Donc, mettre un peu moins de panneaux solaires sur un système, sur une toiture au sol, mais optimiser son rendement. Donc, en mettre moins. Less is more. Là, on en met moins puis on en récupère plus. Donc, c'est vraiment notre philosophie. Donc, on travaille toujours dans cette optique-là. Donc, un panneau solaire, la face avant va faire 100% de l'énergie potentielle qu'elle peut faire. La face arrière, autour de 70 à 80% du potentiel de la face avant. Mais concrètement, dans une installation réelle, dans le vrai monde, à cause de l'angle et des contraintes d'ombrage, on peut penser faire entre 5 et 30% plus d'énergie. Donc, de gains supplémentaires avec la face par arrière. rapport à un panneau standard de la même dimension, finalement. Exactement. Ouais. Donc, c'est quand même considérable. C'est énorme. C'est des installations qui roulent présentement ici au Québec, qui font, malgré les contraintes de neige et tout, 24 à 25% plus d'énergie sur la face arrière. Même que l'hiver, c'est un avantage d'avoir des panneaux bifaciaux, parce que lorsque la lumière va aller exciter les cellules à l'arrière, avec l'albédo, là, on crée une chaleur sur la face avant du panneau, ce qui fait tomber la neige. Et avec la hauteur du système, donc ça rend le panneau disponible à nouveau. Donc, le panneau génère beaucoup d'énergie en hiver. Avec justement, en plus, alors un côté un peu plus pessimiste, il faut faire très attention, c'est
le fait de produire beaucoup plus, ça va avoir un impact sur le dimensionnement aussi de Tout à son fait. onduleur. Et Tout à ça, faut faire attention parce que si tu dimensionnes avec un 5% de gain ou un 15, un 20, un 30, c'est pas du tout le même Pas la même dimensionnement. chose. Donc, Faut pas se faire avoir. nous, on travaille beaucoup avec des gens qui sont habitués de travailler sur des grands projets solaires aux États-Unis avec des panneaux monofaciaux ou des structures qui permettent pas d'avoir un grand gain bifacial. Donc, on les avertit, fais attention. Attention! Oui, c'est ça, tu vas voir l'énergie qui va sortir de ton système et pas ce que tu es habitué. Donc, prends-le en compte. C'est Ouais. vraiment un facteur à considérer. Sinon, il ne pourra pas bénéficier de toute la potentiel énergétique du système. Donc, il y a l'effet albédo, tu disais aussi, qui est Ouais, intéressant. et la hauteur aussi, qui est un peu une spécificité québécoise. Alors, il y a d'autres Ouais. pays dans le monde où il y a de la neige comme chez nous, Ouais. mais le fait aussi de surélever de des fois 1, 2, 3 pieds la structure de panneau pour pas que, tout simplement, la centrale solaire soit juste débordante de neige durant l'hiver. Exactement. Donc, on Ce veut qui n'est pas une dégager. spécificité américaine du tout, par exemple. Enfin, en Ouais, tout cas, pas ça les dépend des États au régions, milieu du ouais, soleil, ouais. là. Donc, mais c'est quand même un avantage dans beaucoup de régions. Donc, on essaie de vraiment se détacher de la neige, la permettre de tomber puis de garder le panneau disponible. Et l'hiver, l'albédo de la neige, c'est un des matériaux les plus réfléchissants. Donc, ça nous donne un boost Mhm. d'énergie à l'arrière. Donc, beaucoup de lumière va refléter. Bon, on le sait, quand on marche dehors puis il y a de la neige, Et on qu'on a plisse les les yeux. yeux. C'est qu'il y a beaucoup de réflexion. Donc, beaucoup de réflexion, c'est un potentiel énergétique pour le panneau solaire. Et puis ça fait dégeler aussi le panneau, puisque fait ça veut dégeler. dire que même si ton panneau a une petite neige durant la nuit, le matin, si c'est dégagé en arrière, ça va capter Ouais. la lumière, commencer à produire, donc chauffer, donc faire fondre la face avant, en fait. Donc ça, Exactement. Donc, c'est c'est un peu de la magie, mais c'est que de la science, en fait. Donc, c'est ce qu'on privilégie. Ça fonctionne super bien. Donc, il y a plein de petits paramètres comme ça qu'on peut aider le client à prendre en considération lorsqu'il planifie son système solaire. Ce qui est important, je te dirais, c'est plus les gens nous impliquent tôt dans le dès le projet, même début, si ouais. on est les gens à qui on va parler à la fin, qu'on va acheter à la fin, plus on est impliqué tôt, plus on peut guider les gens dans tous les paramètres à considérer en amont, même à la construction de l'édifice. Je veux mettre du solaire sur ma bâtisse plus tard. Qu'est-ce que je devrais considérer? Donc, on peut aider les gens à dimensionner la structure correctement pour répondre aux charges de neige et de vent locales. On peut aussi donner des pistes pour augmenter le bifacial, donc mettre une membrane blanche, par exemple. Donc, il y a beaucoup de petits trucs qu'on peut donner à la fin pour optimiser ton système solaire qui va être arrivé à toute fin de construction de la bâtisse. Mais ça évite beaucoup de problématiques. Donc, on avance bien pendant le projet, puis on arrive à la fin, le système solaire s'intègre parfaitement à la bâtisse. Tout le monde est content, on obtient un système solaire plus Justement, par possible. rapport à ça, est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure en off, un peu une histoire standard de ils n'ont pas consulté du tout, ils pensaient tout savoir sur le solaire, etc. Et qu'en fait, on se rend à la fin du projet, ils ont déjà acheté tout le matériel. Ouais. Et en fait, ils se rendent compte que ça fonctionne pas et ils sont obligés de tout reprendre avec vous depuis le début. Est-ce que tu peux nous dire... Je trouve que c'est intéressant Je manque de doigts pour te donner tous les exemples. C'est un cas assez typique, je te dirais. La structure est considérée à la fin ou peu considérée. Un exemple flagrant qu'on discutait juste avant dans l'enregistrement. Immense bâtisse aux États-Unis, beau, grand toit plat, membrane blanche. Pas d'obstacle, tout Pas est parfait. Très, très Bien bien. orienté. Donc, les clients avancent, réussissent à vendre ça au propriétaire de la bâtisse, système solaire, tout le monde est enthousiaste, achète les panneaux, les onduleurs, le câblage. Ça va vite à La l'américaine. structure, l'installation est supposée se faire dans un mois, le mois suivant. Donc, ils engagent une firme de génie en structure pour confirmer que le système solaire peut s'installer sans problème. Puis, la compagnie de structure arrive avec la mauvaise nouvelle, un épais rapport qui dit que la structure, c'est comme une feuille de papier. Ils peuvent mettre aucun poids dessus, ça va défoncer. Donc, catastrophe, des millions de dollars investis qui dorment dans un entrepôt. Ce qui aurait pu être facilement évité en plus. Ce qui aurait pu être facilement évité en consultant ou une firme spécialisée dans le domaine. Donc, on a repris le projet. Donc, les gens nous ont trouvés avec une équipe d'ingénierie, avec la flexibilité de notre structure, ce qui est vraiment caractéristique de Hobson, la possibilité de déposer le poids du système à dimension que l'on veut. On a réussi à mettre le poids sur les poutrelles à l'intérieur de la bâtisse. Donc, on a mis vraiment nos pattes ici du système solaire avec les poutres. Donc, tu regardes vraiment le plan du bâtiment, la structure métal, pour voir comment tu te répartis au mieux dessus. Tout à fait. Et on a mis les pattes directement au-dessus des poutres. Donc, la structure était bonne. Par contre, les feuilles de gyps, là, c'était un toit de gyps, tu ne pouvais pas reprendre le poids. Donc, on a réussi à sauver le projet. Ce que ça a causé, par contre, c'est des retards sur le projet considérables. Donc, ils étaient prêts à installer. Ça a pris quelques temps avant de refaire le design, que ce soit accepté, revérifié, parce que c'est quand même un projet critique. Donc, il y a eu peut-être 6 à 8 mois de retard pour le client. Donc, perte d'argent, de temps. Oui, exactement. Puis, ils ont toujours la structure initiale qu'ils avaient achetée en inventaire, donc on a réussi à l'installer. Donc, tout ça peut être évité si on consulte très tôt les gens en structure, puis que nous, avec notre expérience, on lève les
des drapeaux rouges pour Ouais, dire dès le vérifie début. ça très tôt, vérifie ta structure, on va essayer d'intégrer Sans ça. forcément rentrer dans un design 100% dès le début, mais à minima, valider certains points Tout à fait. pour un moindre coût, pour voir, OK, est-ce que j'avance ou est-ce que je laisse ça là et puis Oui, tout à fait. Ben, de la façon qu'on design, on a toujours des solutions. C'est juste qu'il faut le savoir très tôt, Mmh. quelle piste on va prendre dans le design pour arriver à la fin avec un projet qui va être un succès. OK. Est-ce qu'il y a des vérifications de serrage à faire au fur et à mesure des années, que ce soit pour le résidentiel ou le commercial ou c'est non, on a serré une fois la première fois et Ouais, ensuite on laisse, non, c'est dans l'entretien, on peut vérifier Mmh. le serrage, évidemment, là, pour voir Quand si même, avec ouais. les forces. Tu sais, lorsqu'ils ventent et qu'il neige sur un toit, c'est des contraintes quand Mmh. même assez importantes, là. Il y a de la vibration. On pense que c'est statique et que ça bouge pas, mais pendant des tempêtes, il y a beaucoup d'action. Donc, Ouais. les panneaux sont, On s'en rend pas forcément compte, mais sont tirés. Il y a beaucoup de vibrations sur les systèmes. Donc, oui, ça peut être une bonne chose de vérifier le serrage. Concrètement, on n'a jamais rencontré de problème, Mmh. mais c'est une bonne pratique quand même de faire cette vérification-là périodiquement. Donc, aussi, les gens vérifient l'état de la toiture, si les drains sont bouchés et tout. Ce qui est Oui, intéressant, quitte à y être, autant tout regarder et on puis, regarde tout. Ce qui est intéressant avec un système surélevé avec beaucoup d'espace, c'est que c'est facile de passer entre les rangées du système solaire mmh. pour inspecter les drains, l'état de la Pour ça, c'est toiture. Donc, c'est intéressant. quelque chose que Pendant les le gens apprécient. dimensionnement, tu peux penser au service après-vente en disant: «OK, je vais peut-être espacer un petit peu plus ou laisser un dévoiement tout autour pour me permettre à moi, l'installateur, de faire ma maintenance bien dans les futures années aussi», Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est tous des avantages au fil de la durée de vie OK. du projet là, qui sont pris en compte. Le dernier volet, on est obligé d'en parler, c'est l'avenir du solaire au Québec sur Ouais. le résidentiel avec notamment les subventions d'Hydro-Québec. Aujourd'hui, si tu avais quelque chose à dire, que ce soit aux particuliers, aux Québécois ou aux installateurs québécois, par rapport à tout ce qui est racking sur le résidentiel, c'est quoi les conseils que tu donnerais ou les pistes à explorer? Ouais, ben, premièrement, là, tout ce qui s'en vient au Québec, c'est vraiment merveilleux. On est content que chez nous, on ait enfin accès à des programmes, qu'on puisse déployer du solaire, on adore se promener. Donc, un peu comme toi, là, on est beaucoup dans le milieu, on parle à beaucoup de gens, donc on essaie de s'impliquer beaucoup pour prendre notre expertise, puis l'amener, puis permettre aux gens d'en déployer un maximum. On veut des belles histoires, on veut que ça avance, on veut aider les gens au Québec. Donc, vraiment, c'est important, si on veut que le solaire continue d'avancer, il faut briser la mauvaise image qu'on avait du solaire, donc le coût. Mmh. Avec les subventions, c'est un peu affranchi, mais aussi des belles installations. Donc, on veut des succès. Donc, ne pas négliger la portion design, la façon de réfléchir à la façon d'intégrer le système solaire au bâtiment ou à la Mmh. structure. Donc, non, c'est pas parce qu'un racking va supporter des panneaux que ça va permettre une belle installation Ouais. puis un succès dans le futur. Donc, les rackings sont pas tous égaux. Il faut prendre le temps de bien le sélectionner, poser des questions sur la durée de vie, la longévité, etc. Mais faut prendre le temps de bien sélectionner. C'est une des composantes critiques. C'est pas juste une commodité. C'est aussi important, sinon plus, que Mmh. le panneau solaire. Donc, prenez le temps de faire les devoirs, consultez, puis prenez quelque chose, un système de qualité là, qui va vous permettre d'avoir une belle aventure pendant 25 ans. Belle image du solaire au Québec. Donc, ça va permettre de Mmh. démocratiser la technologie encore plus il y en aura, plus le Québec sera bien nanti côté énergie. Puis depuis tout à l'heure, je dis résidentiel, commercial et je parle de commercial pour ça, mais en fait, ces supports-là vont fonctionner pour le résidentiel, pour toit plat par contre? Ah, tout à fait. On en a installé plusieurs cette année. Donc, il y a beaucoup Parce que c'est une d'installations. Là, spécificité quand même beaucoup aussi, bah, surtout de Montréal, parce qu'il y a beaucoup ouais, de maisons à toit plat et des systèmes comme ça, il va forcément y en avoir. ouais. Donc c'est disponible aussi, Ah, tout à fait. On peut adapter ces systèmes-là à plein d'applications. On a des gazebos, des pergolas. Donc, on peut l'intégrer de plein de façons au bâtiment. Donc, créer des espaces OK. agréables, générer de l'électricité, puis c'est ça, avancer dans le solaire, puis s'affranchir des pannes potentielles du réseau, puis avoir un système d'énergie. Il y a aussi un côté très, visuel en fait, esthétique, parce que notamment, alors c'est très compliqué au Québec, mais chaque commune va avoir son plan d'urbanisme différent. Il y en a qui voudront pas de solaire, d'autres Ouais. qui voudront de telle couleur, d'autres qui fait pas face à la rue, il y aura plein de choses. Ça va être un enjeu aussi que les supports s'intègrent à l'environnement aussi là. Ah, tout à fait. Donc, il faut penser à des effets de couleur. Mmh. Donc, ben, évidemment, sur une toiture commerciale, industrielle, gris, c'est parfait. Ouais. Mais sur un bardeau noir, les gens veulent peut-être une intégration plus, Plus foncé, moins ouais, un peu plus subtile. Donc, des panneaux peut-être plus noirs sur mmh. noir, avec des rails aussi noirs ou des embouts. Donc, vraiment, cet aspect-là est important. Autant sur le bâtiment, on peut faire au mur des belles intégrations sur le mur. Il y a des abris d'auto qui sont très, très bien. Comme je disais, les Ouais. pergolas Oui, si aussi, tu as pas de place sur ta maison ou mes parents tu il y a «Tiens, plein de voilà, façons. j'enlève mon gazebo et puis je mets,
un petit carport, au lieu de... un toit en panneau solaire avec des cellules bifaciales. Ça fait un super beau look. Donc, on a fait beaucoup d'intégration de cette façon-là. Donc, ça s'accélère. Les gens apprécient d'avoir ça dans leur cours. En même temps, tant qu'à installer du solaire, ça donne une belle image, quelque chose d'agréable de voir. Puis, ça s'intègre très bien au bâtiment. D'ailleurs, j'ai une question que je n'ai pas posée tout à l'heure sur vraiment les supports au sol, comme les carports ou les ground mounts. Quel rôle joue Hobson sur le côté ancrage au sol, sur la résistance, est-ce que c'est vous qui faites les calculs ou c'est vraiment une autre entité qui va dire... Oui, le dimensionnement de la fondation, on en fait une certaine portion, tout dépendant du type de système. Sur les abris d'auto, souvent, on va pouvoir le fournir, mais en utilisant un partenaire, donc il y a des contraintes un petit peu plus grandes à considérer. Les systèmes au sol, c'est quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes, dimensionner soit le pieu ou la fondation qu'on va devoir utiliser. Parce que ça, c'est important aussi, parce que toute l'attraction du vent va passer dans le sol. Il y a un moment, si le panneau reste, mais que toute la structure part et que ça s'arrache, ça ne sert bien à rien. Pas bien. Donc, oui, toute cette portion-là est prise par nous, peut être faite par une tierce partie. Nous, on peut fournir les charges pour être capable de designer cette portion-là. Parfait. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses sur lesquelles tu voulais aller par rapport à nos discussions? Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou d'autres conseils? Je pense qu'on a donné beaucoup de conseils déjà. On en a donné beaucoup. Et puis, on pourrait creuser dans tous les domaines, dont le bifacial, les paramètres. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait travailler davantage. En plus, c'est un sujet qui nous passionne chez Hobson. On est vraiment des passionnés du solaire, de l'optimisation. Mais je pense qu'on a fait un bon tour de table. Puis, ce qui est important, c'est ici au Québec, on a une grande volonté que ça fonctionne. Pas juste nous, mais tout l'écosystème présent. Puis, bon, il y a beaucoup d'effervescence. Donc, on est vraiment très, très enthousiaste. On veut travailler avec les gens. Donc, on aimerait que l'écosystème embarque avec nous, on nous contacte pour penser à des systèmes, des projets. Donc, on veut être vraiment très impliqué dans le développement solaire au Québec. Donc, on trouve que c'est un super marché. On est très, très, très content que ça se produise enfin chez nous. On a attendu longtemps, mais non, on est super enthousiaste. Donc, on est content de pouvoir déployer nos solutions. Si les gens veulent en apprendre plus, première chose, mettez vos questions dans les commentaires. Je pourrai y répondre. J'enverrai les questions à Hobson. Votre site internet oui, Hobson.com. Hobson.com. Simplement. Vous êtes à Québec, donc pareil, comme d'habitude. On est à Québec. Conseille tous les gens que j'invite sur mon podcast, si vous n'êtes pas loin, ils vous accueilleront. On est accessible. Ils sont à Québec. Merci beaucoup Sébastien, ça a été un vrai plaisir. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Puis nous, peut-être qu'on se reverra dans pas long pour un épisode plus technique. On en discutait. Voilà, on vous en dit pas trop, mais... Floral, je te remercie beaucoup. Avant que tu quittes, quelques petits cadeaux. Tant qu'à t'avoir vu. Merci beaucoup. Tiens. Mais le plus important. De la bière. Non. Pas n'importe quelle bière. Oh, de la Hobson. Très bon, ça. J'ai vu plusieurs clips très bon. Tu parlais bière et tout. Tu as l'air d'être un fan, donc on t'offre Théo et toi là, pour vous super, excellent. Vous amuser. Génial. Merci. Je te remercie. À bientôt tout le monde. Salut.